depuis 3 ans par l'UNESCO et le Centre de recherche interdisciplinaire qui a été fondé par François Tadei et qui s'appelle d'ailleurs depuis ce début d'année le Learning Planet Institute. Donc, le Festival de l'Apprendre, il débute chaque année le 24 janvier à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation et c'est un temps fort pour célébrer tous les acteurs, tous les apprentissages et tous les lieux qui favorisent le partage de connaissances, le développement de nouvelles compétences. Et il s'adresse à tous avec une programmation jeune public, une programmation intergénérationnelle et aussi une programmation spécifique pour les professionnels de l'éducation. La thématique de ce festival, c'est apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète, avec évidemment la vision des objectifs de développement durable. Donc aujourd'hui, l'événement auquel vous allez participer s'appelle Former et coéduquer pour lutter contre les inégalités. Il est organisé par EduCup. La session, comme on vous l'a dit, l'enregistrement a été lancé. Donc, ça permettra à ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin de retrouver la ressource ou d'y revenir si vous aviez envie de le faire à l'issue de cette session. Voilà, je donne maintenant la parole à Nathalie et je vais tenter de partager la ressource sur mon écran. Est-ce que tu as reçu? Bonjour à tous. Angélique, est-ce que tu as reçu? C'est tout bon. Ok, parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Lafrie et j'ai le plaisir donc d'être votre hôte ce samedi matin. Donc, merci à tous les participants. On avait une centaine d'inscrits, donc je pense que les gens vont se connecter au fur et à mesure. Donc, pour aborder en fait un sujet qui nous concerne tous, cette question des inégalités, quand on parle d'éducation, ça me semblait important de pouvoir l'aborder dans le cadre du festival. Donc, pour ma part, j'accompagne et je rends visible des projets porteurs de sens depuis 15 ans et j'ai le plaisir donc d'organiser cette table ronde sur la thématique des inégalités socio-éducatives et pédagogiques. Donc, pour pouvoir aborder cette question, je l'aborde dans le cadre d'une entreprise sociale et solidaire qui s'appelle EduCup et dont l'objet est d'avoir un impact social auprès de toutes les personnes qui sont impliquées dans l'éducation, donc que ce soit les parents ou les éducateurs intervenant à domicile. C'est une structure qui accompagne donc les parents et les enfants en organisant des ateliers Montessori et d'immersion en langue étrangère et également des formations auprès de tous les parents. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir lors de cette table ronde. Quelques petits conseils pratiques. On va dérouler le programme. Angélique, si tu veux bien. Bien sûr. La prochaine slide, voilà. Donc, on est à peu près dans les temps. Après ce mot de bienvenue, donc je vais vous présenter les différents intervenants. Et ensuite, nous aurons le plaisir donc, de les écouter pendant 45 minutes et d'avoir leurs réflexions, les initiatives, pour après, de 11h30 à midi, prendre un temps d'échange. Donc, vous avez la possibilité dans le chat d'intervenir, de poser vos questions. On prendra 2 ou 3 questions. Et puis, pour les questions auxquelles nous n'avons pas répondu, vous aurez la possibilité d'échanger par la suite. Soit on organisera un autre événement, soit on vous mettra en lien avec les intervenants. Donc, pour commencer, je voudrais donc présenter Karima Mondon. Karima Mondon, on va peut-être montrer la slide suivante pour que les personnes puissent visualiser. Donc, Karima Mondon est ancienne professeure de l'éducation nationale. Elle est également formatrice académique. Elle a œuvré donc pendant plus de 20 ans dans les lycées professionnels en tant que professeure de français et d'histoire. Donc, les lycées notamment à Vaux-en-Velin, mais également en Guyane, donc ce qui lui a conféré une vraie connaissance du terrain et de l'accompagnement des jeunes. Notamment, elle a été également administratrice de l'école Nouvelle. Donc, bonjour Karima et merci pour ta présence. Ensuite, nous avons Céline Damon, qui est chargée d'études à la Direction générale de l'enseignement scolaire, également animatrice du réseau de l'innovation pédagogique et de l'expérimentation. Donc, Céline a été
CPE pendant 15 ans et avant de devenir coach scolaire, également formatrice en discipline positive. Et aujourd'hui, donc, elle accompagne les enseignants dans le développement de l'innovation pédagogique et dans la mise en réseau, notamment avec l'ICARDI. Elle vous expliquera de quoi il s'agit. Ensuite, nous avons Johan Ponce. Donc, bonjour Johan, qui est responsable des programmes d'inclusion au sein du Learning Planet Institute. Donc, Johan a un parcours dans l'insertion professionnelle des publics les plus vulnérables. Il a œuvré donc dans l'administration pénitentiaire avant d'être impliqué sur des programmes d'insertion, notamment au département des Yvelines. Et à présent, il pilote les programmes d'inclusion donc auprès des publics les plus vulnérables au sein du Learning Planet Institute. Cédriane Moreau. Bonjour Cédriane. Donc, après avoir développé des projets en Afrique et accompagné à la création d'entreprises, elle a rejoint le Enactus International. Donc, elle œuvre en région Rhône-Alpes, où elle pilote depuis 5 ans les activités. Donc, Enactus propose des accompagnements des lycéens et des étudiants, notamment sur les questions de l'économie sociale et solidaire et du développement durable. Jérémy Fontagneux, donc, qui est professeur de l'éducation nationale, qui a monté, donc il est en lycée, enseignant en SES, et il a développé en fait un projet avec les parents, un projet qui s'appelle Réconciliation, qu'il a d'abord lancé seul et qui a été rejoint par un certain nombre d'enseignants. Donc, il nous expliquera qu'est-ce qu'il a mis en place sur le terrain et qui fonctionne. Tristan Debray, qui est conseiller municipal et délégué donc, auprès de la petite enfance, qui est auprès de la ville de Lyon. Il est porteur du projet et responsable du projet Ville des enfants en lien avec l'UNICEF. Et enfin, Mohamed El Mazouji, donc, qui est le fondateur de l'école en ligne Aide Academy, donc, qui accompagne les projets, les parents et les éducateurs. Et il se nomme ingénieur humaniste au service de l'éducation. Donc, on verra comment il est passé de l'ingénierie nucléaire à l'ingénierie éducative et quelle est la place du parent dans cette question de la formation et de la coéducation. Donc, un dernier mot sur. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Cette session va être animée par Chloé Romano, qui est responsable de la communauté Make Sense Éducation, qui l'anime depuis quelques années maintenant. Et donc, maintenant, je vais laisser la parole à toi, Chloé, pour nous présenter nos intervenants et échanger tous ensemble sur ces questions d'actualité. Merci. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais faire une petite introduction et puis on va lancer la conversation avec nos intervenants. Donc depuis des années, les enquêtes PISA ont révélé clairement que le système français, le système éducatif français était champion des inégalités scolaires. Et donc, c'est-à-dire que parmi tous les pays qui ont été étudiés, c'est l'un des systèmes scolaires où l'origine sociale des élèves a le plus d'impact sur leur réussite. Alors, est-ce que vous entendez Chloé? Parce que personnellement, je ne l'entends pas. OK. Bon, désolée, tu n'auras pas droit de... Bon, tout le monde m'entend, c'est nickel. Donc oui, c'est vraiment un système où ça a le plus d'impact sur la réussite ou l'échec des élèves. Et l'été dernier, il y a Synlab qui a réalisé une étude auprès de 800 enseignants pour approfondir justement un sujet essentiel qui est la question de l'influence des croyances sur les pratiques pédagogiques des enseignants et la réussite des élèves. Et il y a eu des résultats extrêmement intéressants. Par exemple, 8% des enseignants qui pensent que les élèves ont les notes qu'ils méritent à l'école. C'est quand même extrêmement peu. Et 97% des enseignants qui pensent que tout le monde n'a pas les mêmes chances de réussir à l'école. Et du côté des parents, ça ne fait pas partie de l'étude, mais on se trouve vraiment avec un vrai écart d'investissement parental, de croyance en l'utilité même de l'investissement parental d'ailleurs. Et bien sûr, la crise du Covid a fait que exacerber le nombre terrifiant de parents qui sont aujourd'hui. Donc, j'aimerais vraiment commencer cette table ronde en demandant à Karima, qui est une ancienne professeure et formatrice d'éducation nationale, qu'est-ce qui produit cette inégalité au sein des parcours et des systèmes éducatifs actuels?
Bonjour à tous et à toutes. Merci Chloé. Je ne vais pas revenir effectivement sur ce qui a été dit par rapport aux enquêtes de l'OCDE parce que, comme le dit Raoul Peck dans un de ses derniers documentaires que je vous invite vivement à voir si vous ne l'avez pas vu, qui est Exterminer toutes ces brutes, c'est pas le savoir qui nous manque, c'est tirer les conséquences en fait des choses qui sont amenées. C'est-à-dire que la place des inégalités au sein du système scolaire français est documentée, connue. De toutes et tous. Enfin, je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait des acteurs de l'éducation qui ne soient pas au courant du fait que l'école non seulement maintient des inégalités, mais qu'elle les accentue. Parce que c'est ça qui est aussi problématique dans la situation. Non seulement il y a des inégalités, bon, bah ça, elles sont le fruit d'un modèle politique qui est le nôtre et d'une façon d'interagir ensemble qui est la nôtre et qui s'appelle le capitalisme, qui donc repose sur des inégalités nécessaires. Mais en plus, l'école, qui devrait être un lieu d'émancipation, les accentue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un enfant qui rentre avec des difficultés socio-éducatives, on va dire, à l'école et ressort avec davantage de difficultés socio-éducatives après les 13 ans, 15 ans, 16 ans de scolarité qu'il va pouvoir faire, disons, à l'intérieur du système. Et ça, c'est un vrai problème. Voilà, je n'ai pas la prétention de pouvoir dire où se situe le problème dans l'ensemble du système, mais un des soucis, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne tire pas les implications pratiques en fait de cette connaissance-là. D'abord parce qu'on a un problème de termes en France et que la pédagogie est souvent synonyme dans le système de technicité. Ce n'est pas une pédagogie en tant qu'éthique de l'agir enseignant, c'est qu'est-ce que je vais mettre comme outils techniques en place pour corriger, accentuer ou limiter ces inégalités ou pas, ou en tout cas qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour me permettre de mener à bien ma mission qui est, si on prend le cadre des enseignants de l'éducation nationale, transmettre des programmes et permettre normalement aux enfants de devenir des citoyens éclairés. Ça, globalement, le principe de l'école. Ce principe, en fait, il est mis à mal par une formation en fait qui n'est pas suffisante et n'est pas complète. Je rappelle qu'il y a moins de 10 ans, on avait carrément renoncé à former des enseignants lorsqu'ils sortaient en fait d'un concours. Lorsqu'un certain monsieur Blanquer, mieux connu aujourd'hui comme ministre de l'Éducation nationale, était responsable de la DGESCO en 2009, il avait purement et simplement enlevé en fait la formation des enseignants. Donc évidemment, il y a une formation qui est liée à la partie disciplinaire des enseignements, mais il y a toute une partie en fait de la formation autour des sciences de l'éducation et autour de comment on peut corriger en fait des inégalités qui sont tout simplement un impensé en fait de la formation enseignante, parce que en France, on pense que notre modèle social, ou en tout cas nos valeurs historiques, égalité, liberté et fraternité, nous mettent à l'abri en fait de la reproduction d'inégalités. Il n'y a pas de discrimination en France, c'est bien connu. Il n'y a pas d'inégalité, c'est bien connu. Et donc, du coup, comme il n'y en a pas, eh ben, on ne le pense pas. Donc, en fait, on s'oblige à réfléchir le monde comme s'il fonctionnait et qu'il ne produisait pas d'inégalité. Et on voit bien tout ce qui est fait autour du wokisme, des dangers d'être émancipé, des dangers en fait de percevoir le monde. On n'a pas, l'école n'aurait pas vocation en fait à comment dirais-je, à faire advenir en fait un esprit critique à l'intérieur en fait des enfants, ou si ce n'est pour appuyer le modèle dans lequel on vit. Si on reprend ce qu'est normalement une pédagogie critique, telle que l'a posée Paulo Freire au Brésil ou Célestin Freinet en France, c'est normalement une praxis, c'est-à-dire donc une mise en action d'une éthique qui n'est pas forcément en fait présente. Il ne faut pas s'attendre en fait à ce qu'un modèle dominant qui produit une massification de l'enseignement vise en fait à transformer la société de façon à viser davantage d'égalité
parce que en fait, les dominants, vous, moi, quand on est dans une situation, en fait, à un moment de domination, n'ont pas intérêt, en fait, à ce que leur domination puisse cesser à un moment donné. Donc, ce serait illusoire de penser que le système va produire par et pour lui-même quelque chose qui pourrait conduire à la fin de ce système-là, en fait. Donc, ça veut dire que concrètement, comment on peut faire? Bah, d'abord, il faut être au clair, en fait, avec toutes les inégalités qui émaillent. Je ne vais même pas aller sur des inégalités qui sont visibles, mais on sait qu'un des gros contentieux de l'école avec les élèves issus des milieux populaires, c'est tout ce qu'on appelle en fait la nécessité de rendre explicite l'enseignement, puisqu'il y a des impensés en fait de l'école. Quand on dit à un élève écrit dans ton carnet, il y a une évaluation la semaine prochaine, si on ne lui dit pas ce qu'on attend de lui pour cette évaluation, nous, ça va de soi quand on est prof qu'on veut qu'il révise. Voilà. Si on n'explicite pas ce que ça veut dire réviser, si on n'explicite pas ce qu'on attend dans cette révision, et si on ne vend pas la mèche au sens de Bourdieu, c'est-à-dire si on n'explique pas ce qui se passe nous dans notre tête, il n'y a absolument aucune chance que quelqu'un qui soit éloigné de ses attendus scolaires puisse de lui-même se dire ah oui, donc là, je vais m'asseoir, je vais reprendre mon cahier, je vais aller parler avec un autre élève, échanger avec lui pour voir ce que j'ai compris, raconter ce que moi j'ai compris. Tout ça, en fait, ça devrait être rendu explicite en classe et ça ne l'est pas, ou pas toujours, ou pas suffisamment. Alors, ça paraît pas grand-chose, hein, mais en tout cas, de mes 20 ans de pratique, je peux vous dire que c'est essentiel. C'est-à-dire que si il n'y a pas un moment, une prise en charge dans l'école pour rendre conscient en fait tous ces processus qui sont des processus invisibles et inconscients et qu'on ne va pas rendre opérants, on n'arrivera pas en fait à limiter ces inégalités, non pas à les limiter, mais en tout cas à les rendre plus égalitaires, à rendre le système plus égalitaire. On ne joue pas tous en fait avec les mêmes cartes à la base. Et si en plus on n'a pas tous les mêmes règles du jeu et qu'il y en a qui ne savent pas avec quelles règles on est en train de jouer, eh ben, on ne peut que produire, in fine, davantage et encore plus d'inégalités. Donc évidemment, c'est par petits bouts qu'on peut y arriver. Super, merci Karima. Et ça nous fait une petite transition sur notre prochaine intervention qui parle justement j'aimerais qu'on regarde ensemble les solutions. Et donc, du coup, tu as déjà émis quelques solutions d'après toi pour réduire ces inégalités, justement. Et donc, moi, j'aimerais voir ça avec Céline Damon. Donc, comme disait Nathalie, vous êtes chargée d'études au sein du Bureau d'innovation pédagogique de la DGESCO. Et on va voir ça aussi avec Johan Pons, qui est responsable des programmes d'inclusion au Learning Planet Institute. Donc Céline, d'après vous, quelles initiatives et innovations pédagogiques peuvent être mises en place ou devraient être mises en place pour réduire les inégalités et favoriser les apprentissages pour tous? Merci Chloé, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un grand merci d'abord pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour échanger sur un sujet qui effectivement nous rassemble et qui nous concerne tous, puisqu'il est en lien avec la recherche d'un bien commun éducatif. Alors, ce dont je vais vous parler, moi, c'est effectivement d'innovation pédagogique, l'innovation comme un levier de lutte contre ces inégalités. D'abord, en premier lieu, je voudrais rappeler que la lutte contre les inégalités sous toutes leurs formes est au cœur des priorités de notre école publique, même si malheureusement elle n'y parvient pas toujours. En tous les cas, elle s'y emploie avec conviction. Et pour soutenir son action, elle s'appuie sur tout un réseau d'acteurs de l'innovation. Il y a sur le terrain des enseignants, des CPE, des infirmières scolaires, des éducateurs qui ont des idées pour changer l'école et qui sont porteurs d'initiatives innovantes. Il se passe des choses formidables dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, partout en France, à des échelles très variables, de l'initiative la plus modeste à la plus audacieuse. Et mettre en place cette innovation, même en se retroussant les manches, ce n'est pas toujours simple, d'autant plus dans la période compliquée qu'on traverse depuis 2 ans. Donc, il faut savoir que dans chacune des 30 académies de France,
sur l'ensemble du territoire, il existe un dispositif institutionnel dont le rôle et la mission sont d'accompagner les porteurs de projets qui le demandent pour leur permettre de mettre en œuvre ces initiatives innovantes. Et ces équipes, on les appelle les CARDI, les conseillers académiques, recherche, développement, innovation, expérimentation. Une cellule CARDI en académie, ce sont des personnes qui sont elles-mêmes aussi issues du terrain, qui travaillent sur place, en réseau, dans une démarche partenariale, qui entretiennent des liens étroits avec la recherche, avec le tissu associatif et avec tous les partenaires de la formation et de l'éducation, et qui vont aller à la rencontre des porteurs de projets dans les écoles pour repérer, accompagner, valoriser et mesurer aussi les résultats d'une innovation ou d'une expérimentation pédagogique. Et à ce sujet, pour rentrer un peu dans le concret, je voudrais vous parler de 2 projets accompagnés par des CARDI qui ont été développés l'année dernière. Le premier concerne une expérimentation interétablissement qui a été menée dans des collèges d'un réseau d'éducation prioritaire. Les équipes éducatives ont entrepris de relever le défi d'établir une relation de confiance avec des parents très éloignés de l'école. Et dans ces collèges, il a été décidé qu'il n'y aurait plus de conseil de classe. Le bilan de l'élève ne se fait plus lors d'un conseil de classe dans sa forme habituelle. Le bilan se fait à l'occasion d'un entretien individuel en présence de l'élève, de ses responsables légaux et d'un binôme de l'équipe éducative, principal, CPE, professeur. Cet entretien commence toujours par l'auto-évaluation de l'élève, suivi de l'intervention de ses parents ou de ses responsables légaux, puis de l'équipe éducative. On est vraiment ici dans une démarche de coéducation, dans la recherche d'une relation de qualité et d'un contact favorisé avec toutes les familles, et pas seulement celles dont l'enfant est en difficulté. Donc ici, la recherche d'une parfaite égalité de traitement, chaque famille étant reçue dans les mêmes conditions, quelle que soit la situation de l'élève, et par un binôme non ciblé. Les résultats de cette innovation, une forte implication des parents et des élèves, une diminution significative des crispations et des dissonances entre le collège et les familles, et pour les enseignants, le développement de nouvelles cultures collaboratives et de nouvelles logiques de travail en équipe. Le second projet est un projet qui a été mené au sein d'une circonscription rurale d'écoles isolées. Et ce projet a permis la création d'un collectif de partage entre écoles et de mutualisation de pratiques enseignantes. Et grâce à la CARDI, il a pu être mené en lien avec une équipe de recherche en sciences cognitives. Ce projet a permis de rompre l'isolement des professeurs, déjà, ce qui est très important. On a aujourd'hui une communauté d'enseignants qui se forment ensemble de façon systémique dans et hors la classe, non seulement pour développer une expertise didactique commune, qui prenne en compte donc les fonctions exécutives, la manière dont chaque élève apprend, mais qui en plus travaillent aussi collectivement pour harmoniser leurs pratiques et leurs gestes professionnels au sein de leur classe. Donc des projets innovants, résolument inscrits dans une démarche de recherche d'égalité pédagogique et socio-éducative, qui s'adressent au départ aux parents ou aux enseignants, mais qui, par capillarité, ont une incidence positive sur toute la communauté scolaire. Des projets qui sont accompagnés et soutenus par des équipes CARDI, donc en académie, et grâce auxquelles ils ont pu être évalués par des équipes de recherche. Et cette évaluation est essentielle, et j'insiste vraiment là-dessus, parce que des initiatives innovantes comme celle-ci, dont on a la preuve scientifique qu'elles fonctionnent, peuvent être développées dans d'autres lieux et profiter à d'autres publics. Et c'est ça aussi tout l'apport des CARDI et leur contribution à cette recherche du bien commun éducatif dont je parlais tout à l'heure, c'est de travailler en réseau pour pouvoir essaimer. C'est-à-dire que quelque chose qui marche dans un collège à La Réunion peut répondre à une problématique identifiée en Bretagne. Mais pour ça, il faut un réseau et une évaluation empirique du projet. Donc voilà, un message en faveur de la démarche d'innovation pédagogique qui s'impose comme un formidable levier de lutte contre les inégalités,
Alors évidemment, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, comme le disait très justement Karima, notre modèle républicain ne nous met malheureusement pas à l'abri des inégalités. Pour autant, faisons confiance à l'audace et à la créativité des acteurs du terrain, ceux qui côtoient la réalité au quotidien, qui ont des solutions à proposer pour transformer les croyances et pour faire bouger les lignes. Et il est clair que jamais l'institution ne les empêchera de développer ces solutions, sans démagogie aucune. Au contraire, notamment par le biais des CARDI, elle va soutenir, elle va encourager les initiatives innovantes à partir du moment, évidemment, où ça va dans le sens des valeurs de l'école et dans le sens de la réussite des élèves. Je crois que le temps qui m'était imparti. Exactement. Merci Je beaucoup. vous remercie. Et vous, du coup, Yoann, vous travaillez beaucoup sur le sujet de l'inclusion, du coup, justement. Et d'après vous, quelles initiatives peuvent être mises en place pour réduire ces inégalités et favoriser les apprentissages de tous? Merci. Je voudrais rebondir déjà sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que depuis le Learning Planet Institute, on a cet avantage de fonctionner à la fois avec des chercheurs et des étudiants, et notamment sur les sciences de l'apprendre, mais aussi d'avoir des terrains de jeu, des laboratoires de mise en place d'expérimentation. Et tout ça, ça a donné lieu à plusieurs initiatives, dont l'une correspond bien à cet objectif des CARDI, ça s'appelle Prof-chercheur. Et l'idée, c'est de constituer des communautés apprenantes, enfin, une grosse communauté apprenante, mais de petits cercles d'enseignants, en tout cas de praticiens, mobilisés sur de la recherche pédagogique, mise en pratique et partagée, avec l'idée que le numérique peut aussi aider à capitaliser et à diffuser, mais qu'il n'est pas suffisant. Donc, il faut créer les conditions d'une reliance entre humains et êtres humains en train de chercher, de tâtonner, d'innover, et aussi les conditions d'un partage et d'une critique, voire même d'une capacité aussi à faire bloc ensemble, fort des acquis de la recherche. Donc ça c'est très intéressant pour ce qui est de l'éducation nationale, c'est qu'on voit en effet que l'innovation est présente. En revanche, elle a peut-être pas forcément les caisses de résonance suffisantes pour pouvoir pour pouvoir en tous les cas contrecarrer massivement ce que en effet les études PISA de l'OCDE nous montrent. Alors, moi, je voudrais aussi rebondir sur ce qu'a dit Karima au début, c'est qu'on a un imaginaire de cette école républicaine qui serait là aussi pour corriger l'emprise des parents. On était sur une lutte contre l'obscurantisme religieux, et aussi de se présenter comme réponse et rempart à la défaillance parentale, et notamment ces parents des classes populaires qui, au moment de la mise en place de la Troisième République, étaient vraiment pensés comme des classes dangereuses. Donc là, la coéducation, ça me plaît bien cet axe de discussion, c'est que c'est un renversement de paradigme. L'école est en train de se rendre compte, ou certains s'en sont rendus compte bien avant, ne peut pas faire sans les parents, mais aussi tout un écosystème présent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup, notamment dans l'équipe Learning Planet, à tout ce qui est initiative de territoire apprenant, Learning Cities, qui vont aussi rappeler ce que les Africains avaient eux aussi compris depuis longtemps, c'est qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Donc là, on a des liens et des connexions avec des acteurs autour de la planète. Et on s'est aussi dit au niveau du Learning Planet Institute que les chercheurs avaient quelque chose à dire et à faire. Donc, on a des programmes comme ça qui permettent à un enseignant de faire vivre à sa classe une aventure de recherche avec un chercheur mentor. Ça s'appelle les Saventuriers. Et du coup, ça permet en tout cas d'avoir un format de pédagogie active à disposition, de ne pas être seul parce qu'il y a toute une communauté aussi qui pratique, et en tous les cas, de relier l'école à un acteur de la société civile assez important qu'est le chercheur. On peut aussi regarder ce qui est au fondement des inégalités, c'est-à-dire la difficulté d'un développement cognitif et du langage chez le jeune enfant. Donc là, il y a un programme qui s'appelle Premier Cri, pour sensibiliser notamment au niveau des intervenants de la petite enfance, comment faire en sorte qu'un épanouissement de l'enfant puisse se produire au sein des accueils collectifs, et puis tout un tas d'initiatives dans ce sens qui vont
quand même aller toucher ce qui moi, m'intéresse beaucoup, en tout cas, c'est comment le point de départ est adressé avec des professionnels, mais aussi avec une sensibilisation des parents sur l'importance de la façon dont on s'adresse aux enfants, de la manière dont on les met en mouvement en tant qu'acteurs, en tant que maîtres de leur chemin. Et ça commence par le langage, la curiosité et la façon dont on écoute et la façon dont on va ne pas brimer cet apprentissage en corrigeant systématiquement les babillements de l'enfant. Donc ça, c'est pas trop mon domaine aujourd'hui, puisqu'on développe plutôt ce qu'on appellerait le service après-vente, c'est-à-dire on s'adresse à des publics au niveau des programmes inclusion qui sont en dehors du système scolaire, soit qu'ils ont décroché, soit qu'ils n'ont pas obtenu de diplôme ou de situation professionnelle satisfaisante à l'issue de ce parcours-là. Et donc, on applique les innovations pédagogiques développées au sein du CRI, désormais Learning Planet Institute, c'est-à-dire des pédagogies actives, en commençant peut-être, c'est très important, par créer un cadre de confiance. On utilise le groupe comme un moteur. On utilise aussi des pratiques de pédagogie, d'apprentissage pair à pair, qui vont nous permettre de dédramatiser aussi cette question des apprentissages. Et cet apprentissage, on essaie de le penser comme presque aveugle. On avance, on fait. Et tout l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que les personnes se sentent porteurs et se voient reconnaître les talents dont elles sont porteuses et dont elles ont pu faire preuve dans des situations concrètes qu'on essaie de construire pour eux, mais aussi dans le vécu. Donc, c'est très important, en tout cas, cet axe de reconnaissance et de faire en sorte que le groupe de pairs soit un lieu de reconnaissance des intelligences multiples, de ce que chacun peut apporter dans une action, dans un groupe. Donc, on est très intéressé à mobiliser les jeunes, notamment sur des situations d'engagement. Ça va nous permettre de les mettre en mouvement, donc de ne pas être dans la salle de classe pour un apprentissage. Mais il est très, très intéressant, en tous les cas, de s'intéresser à cette question de la place de chacun dans un groupe et de pouvoir apporter avec ça des pédagogies différenciées. Notamment parce que, au niveau des sciences cognitives, là, nos collègues nous disent bien que la façon d'apprendre est tellement différente d'un individu à l'autre que si on veut lutter contre cette question d'inégalité d'apprentissage, c'est surtout pas en essayant de faire aller tout le monde sur un même niveau de connaissances et d'acquisition. Et on voit qu'aujourd'hui, finalement, le savoir, c'est pas tant ce qu'on doit aller chercher, c'est plutôt apprendre à apprendre. Et aussi, parce que le savoir, je peux aller le chercher sur Wikipédia, mais ça me donnera pas la façon de l'ingérer, de le critiquer et d'en faire quelque chose. Donc, apprendre à apprendre, et aussi ce qu'on va aller chercher, c'est le sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait, quelle sécurité psycho-affective j'ai pour que quand je démarre quelque chose, même si je ne l'ai jamais fait, j'ai le sentiment que je vais pouvoir réussir. Donc ça, c'est des expérimentations. On a un côté laboratoire, donc je n'ai pas forcément de solution magique. Mais voilà ce qu'on cherche un petit peu à faire, Chloé. Super, merci beaucoup Yann. Et du coup, notre table ronde de ce matin, comme l'indiquait Angélique en tout début de ce rendez-vous, elle s'intitule « Former et coéduquer ». Donc vraiment, on a parlé là de formation et plus exactement de pédagogie, d'outils, mais j'aimerais maintenant qu'on aborde le volet de la coéducation et en même temps, Johan a fait très bien la transition sur le paradigme qu'on voit aujourd'hui. Mais la coéducation pour vraiment apporter des solutions concrètes à la réduction de ces inégalités. Et j'aimerais qu'on commence avec vous, Cédriane Moreau. Donc, du coup, vous êtes directrice régionale aura d'Enactus. Oui. Parce que moi, je trouve que vous avez vraiment les deux volets. Il y a le volet formation et coéducation, parce que vous formez les jeunes à développer leurs compétences, à innover, et ce qui, je trouve d'ailleurs un lien direct avec ce que disait Johan sur mettre le jeune au cœur des décisions dans sa vie et de le rendre actif et responsable. Et en même temps, vous le faites par le biais de la coéducation avec un triptyque, l'expertise de l'entreprise, le savoir-faire des enseignants et en même temps l'enthousiasme des étudiants que vous accompagnez. Et est-ce que du coup, vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous faites sur le volet de la coéducation? Oui, tout à fait. N'hésitez pas à me dire si ma connexion n'est pas très bonne. Pour l'instant, c'est parfait. Voilà. Parfait, parce que c'est un peu instable. Oui, donc moi, je travaille pour Enactus. Donc, c'est une association qui existe depuis 2002 en France et qui s'est donnée pour mission d'accompagner des jeunes, donc des lycéens et des étudiants,
à développer leurs compétences en passant à l'action et en montant des projets à impact positif. On a accompagné l'année dernière 3000 jeunes et voilà, c'est une association qui existe depuis 2002, qui fait partie d'un réseau international qui est dans 35 pays. Et donc, on a accompagné l'année dernière 2000 lycéens et 1000 étudiants. Voilà, alors, le principe, c'est de leur faire découvrir ou redécouvrir le développement durable, et notamment les 17 objectifs, 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, de découvrir aussi ou de redécouvrir ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Il y a tout un travail aussi sur la connaissance de soi, et pour permettre après de constituer une équipe, et en équipe, de faire émerger une solution à des enjeux de société qui les touchent eux. Et ça, c'est important. Voilà. Et donc, après, de prototyper, d'avancer dans le projet, de le confronter aussi à des professionnels. Les lycéens vont jusqu'au prototype et les étudiants vont plus loin. Ils montent un projet qui va plus loin, et pour certains, même une entreprise sociale. Ce qui est intéressant, c'est toute cette étape. Et en fait, pour nous, le fait de monter un projet à impact positif, c'est un prétexte et c'est un formidable moyen pour développer en fait des compétences, le sens de l'engagement aussi, et on en parlait juste avant. Voilà, découvrir aussi les enjeux de société et essayer de trouver des solutions. Et puis développer des compétences transverses et des savoir-être, des savoir-faire qui vont leur être utiles pendant leur scolarité, mais aussi leur parcours professionnel, quel qu'il soit. Essayer d'être… alors, ce qu'on voit, et ça, c'est particulièrement vrai, je vais peut-être faire un petit focus sur notre parcours lycéen, qui est quand même, il faut le noter, à 86% auprès de lycéens en lycée professionnel et qui sont à 60% en quartier prioritaire. Ce parcours-là, c'est très concrètement 12 temps qui démarrent de novembre à avril, avec 10 ateliers en classe où voilà, on découvre les ODD, le SS, etc. On fait émerger une idée de projet, on la prototype, on fait une enquête terrain, on va visiter une entreprise sociale aussi sur son territoire, et puis on apprend aussi à présenter à l'oral et à l'écrit son projet, et on le présente à la fin lors d'une belle cérémonie de célébration. On le présente à des professionnels et on célèbre on fait un bilan aussi sur les compétences développées par ces jeunes. Ce tempo-là, il est fait donc en classe et c'est 10 temps en classe, une visite d'entreprise sociale et un forum à la fin. Il y a eu une réforme du bac il y a 2 ans avec la mise en place du chef-d'œuvre dans les lycées professionnels et du grand oral dans l'enseignement général. Et donc, les enseignants, du coup, se saisissent de ce projet et de la pédagogie Enactus pour que ce projet monté par les élèves devienne le chef-d'œuvre. Et ça, c'est extrêmement apprécié par les enseignants. On leur offre pour chacun des ateliers, des 10 ateliers, plein de ressources en ligne, un PowerPoint qui est tout prêt, des vidéos, ils ont accès à un mini-site où ils peuvent avancer pas à pas. Et puis, sur 6 des 10 ateliers, il y a un formateur, Enactus, qui vient à des moments un petit peu clés, qui sont des moments un peu plus techniques, au moment de l'émergence d'idées, du prototypage, etc. Voilà, ce formateur, il vient là aussi avec ses compétences professionnelles. C'est des professionnels de la facilitation et de l'animation. On les a formés aussi. Et du coup, c'est vraiment ce triptyque élève qui monte un projet sur un sujet qui le touche lui. Et donc, ce n'est pas l'enseignant qui va dire « il faut que tu fasses un projet sur la gestion des déchets dans la cantine de ton collège ». On leur dit « qu'est-ce qui, autour de toi aujourd'hui, te touche, ce sur quoi tu as envie d'agir ». Et c'est comme ça que naissent les idées de projet. Donc, on est vraiment sur le jeune acteur de son propre projet. Et puis, il y a les enseignants et les formateurs Enactus. Et c'est ça aussi qui fait une dynamique complètement différente dans le cours. Et d'ailleurs, c'est plus un cours, c'est quelque chose de complètement différent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on outille, en même temps qu'on développe les compétences des jeunes, on outille les enseignants
Et on développe plein de compétences chez les jeunes. Alors, on a fait plusieurs études d'impact avec des cabinets extérieurs et les enseignants nous disent, par exemple, à 86% qu'en fait, le programme, il a vraiment eu un impact très bénéfique sur les relations entre les élèves, que pour 72%, ça a eu un effet positif sur la prise de parole, pour 93%, ça a eu un vrai effet sur l'accrochage scolaire et l'intérêt à apprendre des nouvelles choses, que 73% des enseignants ont une nouvelle perception de certains élèves et de leurs capacités. Et puis, les enseignants nous disent aussi qu'en fait, voilà, pour plus de la moitié, ça leur permet d'avoir des nouvelles postures, des nouvelles pratiques pédagogiques, que ça contribue à leur développement professionnel. Et ça, c'est extrêmement positif. Les enjeux aujourd'hui, et ça sera ma conclusion, pour nous, c'est comment est-ce qu'on peut être plus connu et que finalement, cette expérience de monter un projet de développement durable soit pas un incident dans un parcours parce qu'un enseignant a décidé de faire ça, mais qu'il y a un maximum de jeunes qui puissent faire ça et que ça soit presque un passage obligé dans sa scolarité. Et pareil, que tous les enseignants puissent bénéficier de ça. Donc ça, c'est à ça qu'on est confronté aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire connaître plus globalement ce programme qui est gratuit pour les établissements, les enseignants et les élèves. Et puis, le deuxième enjeu qu'on a aujourd'hui, et ça rejoint la coéducation, c'est comment est-ce qu'on peut encore plus associer les parents. Aujourd'hui, on n'est pas encore très bon là-dedans, sur comment est-ce qu'on peut plus les informer. On commence à travailler là-dessus aussi, montrer quelles compétences sont développées par leurs enfants dans le cadre de ce programme-là. Et c'est aussi notre deuxième enjeu. Super, merci beaucoup Cédriane, et j'adore parce que je trouve que même au-delà du triptyque dont on a parlé, même si vous ne travaillez pas forcément avec les parents et que vous avez envie de développer ça, au-delà du triptyque, il y a aussi le volet l'impact de l'environnement, puisque les jeunes effectivement choisissent leur projet en fonction de l'environnement, donc c'est comme si leur environnement était aussi, faisait partie de la coéducation, et on en parlera d'ailleurs un peu plus tard dans la conversation. Maintenant, je vais me tourner vers Jérémy Fontagneux, qui est professeur de l'éducation nationale. Et parce que vous, avec votre projet Réconciliation, c'est le duo parents-prof, justement, que vous mettez à l'honneur pour lutter contre les inégalités éducatives. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, du coup, sur le projet Réconciliation et sur cette coéducation avec les parents? Oui, tout à fait. Donc, je suis enseignant à Drancy depuis 10 ans. Et en fait, j'ai commencé à improviser, comme tous les enseignants, face aux difficultés que moi je rencontrais en tant que professeur, qui ont été évoquées par les différents intervenants jusqu'ici. Et l'une des clés que moi j'ai cru trouver, et les collègues qui m'ont rejoint depuis, avec lesquels on met en œuvre cette clé, si je puis dire, c'est en effet la coéducation. Il y a beaucoup de choses qui sont au cœur du projet, qui ont été dites à la fois par Caroline Mondon. Il y a des choses aussi très intéressantes qui ont été dites sur le rôle de la CARDI, le rôle de l'institution pour essayer de relayer ces initiatives-là. Je rejoins ce qu'a dit Joanne Pons sur une espèce d'impensé qui a inconscient. Ça fait partie, je pense, des éléphants qu'il y a dans la pièce, qu'a évoqué Caroline Mondon en début d'intervention, sur le fait qu'il y a un attachement fort à des valeurs un peu abstraites, qui sont plus abstraites que réelles, à des grands principes. Et je crois, comme l'a dit Anne Ponce, qu'il y a un inconscient sur la vision qu'on a pour beaucoup d'entre nous, professeurs des familles, et moi-même, en début de carrière, je craignais un petit peu les familles, parce que, à la fois en termes de formation, on nous pousse très peu à aller vers les parents, et aussi parce que je pense que pour des raisons historiques, hein, l'institution scolaire s'est construite lorsqu'on a eu un début de massification scolaire à la fin du 19e siècle, avec cette idée de classe populaire, classe dangereuse, comme l'a dit Joanne Pons, et puis cette forme de messianisme républicain, de dire qu'on va arracher les élèves à leur milieu social, ou en particulier à l'époque à leur langue régionale, ou à leur culture de Bretagne, à leur culture auvergnate, avec cette espèce de mythe des enseignants hussards noirs. Et donc, pour toutes sortes de raisons, du coup, à la fois culturelles et puis, je pense, liées à la formation, comme je le disais, je travaillais très peu avec les familles, comme la plupart de mes collègues à Drancy. Et en fait, en le faisant de manière improvisée et artisanale, c'est-à-dire qu'à l'origine, l'anecdote, c'est que je voulais que les élèves révisent plus à la maison. Les élèves ont des difficultés scolaires pour des raisons sociales
qui sont faciles à comprendre. Et dans le même temps, ils font pas assez d'efforts. Donc, ce sont des adolescents, donc ils ont la flemme, ils n'ont pas beaucoup confiance en eux. Donc, ils se disent que même s'ils essayent, ça ne va pas forcément marcher parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont nuls ou qu'ils ne vont pas y arriver. L'institution scolaire, c'est malheureux, mais leur a beaucoup fait intérioriser un sentiment de manque de capacité, en quelque sorte. L'école leur a fait croire qu'ils n'étaient pas forcément capables. Et puis, encore une fois, ils ont 15 ans, 16 ans ou 17 ans, donc TikTok est probablement plus important à leurs yeux que les révisions. Et du coup, pour toutes ces raisons-là, les élèves font beaucoup moins d'efforts qu'ils le pourraient. Et pour essayer de changer ça, et surtout pour essayer de changer très concrètement le fait que les élèves ne révisaient pas, ou alors ils révisaient seulement le matin même de l'évaluation, la veille de l'évaluation, ce que moi-même je faisais quand j'étais élève. Du coup, j'ai averti, j'ai menacé les élèves d'appeler les parents d'élèves si les notes ne progressaient pas. Et je pensais que la dissuasion serait suffisante. Elle n'a pas suffi du tout. Et donc, du coup, j'ai été obligé d'appeler les familles. Et c'est ça qui est un petit peu ironique, c'est que ce qui est au cœur aujourd'hui du projet Réconciliation, qui est cette alliance entre les parents et les professeurs, et qui permet d'aboutir à des résultats formidables. En gros, l'idée, c'est qu'on contacte les parents au tout début de l'année, donc tout début septembre. On leur propose de faire une sorte d'alliance, de pacte, c'est-à-dire qu'on leur dit qu'on a besoin d'eux, de l'autorité qu'ils ont en tant que parents et de l'influence formidable qu'ils ont sur leurs enfants, parce que souvent, les élèves qu'on a en face de nous, qui parfois font un peu les loulous, souvent à la maison, ils sont très sérieux, donc les parents ont une influence formidable sur leurs enfants. On leur dit qu'on a besoin d'eux, ce qui est très valorisant pour les parents. On les appelle avant qu'il y ait eu le moindre souci en tout début d'année scolaire. Et donc le fait qu'on soit à la fois, que cette relation soit à la fois précoce et basée sur une main tendue, sur une forme de reconnaissance du travail qu'ils font en tant que parents, fait que les parents acceptent de jouer le jeu en quelque sorte et on leur demande d'avoir le même discours que nous, c'est-à-dire un discours de mise au travail qu'on a comme tous les professeurs, mais de ne pas laisser les élèves gâcher leur potentiel en quelque sorte. Et comme les parents acceptent, du coup, les élèves se retrouvent à la maison avec un discours qui est le même que celui à l'école. On transmet aux parents les notes, les résultats, les appréciations de façon hebdomadaire. On envoie un petit SMS chaque semaine pour leur dire comment ça se passe, pour les tenir au courant, de façon à ce que lorsque les élèves font des efforts et se donnent du leur, pardon, du coup, les parents, nous, on les encourage évidemment, en tant que professeurs, comme tous les professeurs. Puis les parents aussi repassent une couche, donc ça motive les enfants. Et puis, à l'inverse, lorsque les petits se détendent un peu et qu'ils font des bêtises, ce qui arrive absolument, ben, on les gronde comme nos collègues. Sauf que nous, on a la chance d'avoir les parents qui, derrière, remettent une couche, ce qui fait que les élèves, très rapidement, en fait, arrêtent de faire des bêtises. Donc, ils arrêtent de louper des cours, ils arrêtent d'arriver en retard, ils arrêtent d'oublier leurs affaires et ils se mettent vraiment au boulot en classe. Surtout, ils arrêtent de baisser les bras parce qu'en fait, les élèves, face à leurs difficultés scolaires, ont tendance à renoncer assez rapidement pour un nombre très important de raisons que j'évoquais un petit peu au début, et je leur en veux pas une nouvelle fois, mais l'idée, c'est de ne pas leur laisser baisser les bras ou renoncer. Et donc, du coup, ils insistent, et donc, du coup, ils finissent par y arriver. C'est ça qui est formidable, c'est qu'ils y arrivent tous. Alors, y arriver, c'est complexe, le succès à l'école, mais disons que ils arrivent petit à petit à progresser, à se rendre compte que finalement, cet exercice de maths qu'ils pensaient impossible, ben, en fait, ils y arrivent. Cette partie de la leçon d'histoire, en fait, ils arrivent à la comprendre quand ils font davantage d'efforts. Donc, petit à petit, ils se rendent compte que le travail n'est pas si difficile ou si impossible d'accès, si je puis dire. Ils progressent, les notes progressent, et donc, du coup, ça provoque chez eux un déclic, un changement de regard à la fois sur eux-mêmes. En fait, j'en suis capable, je ne suis pas si nul que ça. Sur le travail, sur l'école, finalement, ce n'est pas un lieu qui m'est si hostile. Et puis sur les adultes, à la fois les professeurs et les parents qui sont là pour les embêter un peu, mais pour leur bien en quelque sorte. Donc les petits mettent complètement de côté leur mauvaise volonté, si je puis dire, ce qui fait que les progrès en classe sont extraordinaires et l'ambiance de classe change de façon considérable. Et du coup, après plusieurs années d'élaboration de cette méthode-là, on a abouti au résultat dont on rêvait quand on est arrivé au début du projet. On était à 70% de réussite dans notre lycée en moyenne en filière ES. Donc, il y avait un tiers des élèves qui n'avaient pas le bac chaque année. Et depuis 4 ans maintenant, 2017, 2018, puis 2019, 2020, 2021, et probablement 2022, même si c'est trop tôt pour l'affirmer, on est à 100% de réussite. Donc en fait, il n'y a plus d'échecs scolaires dans les classes du projet, ce qui est extraordinaire et qui suscite beaucoup d'espoir. Super, merci beaucoup, Jérémy. Du coup, quand on pense coéducation, donc on a dit on pense entreprise, on pense enseignant, on pense parents, comme
avec le projet Réconciliation, mais on pense rarement à la ville. Et c'est drôle parce que du coup, Johan le mentionnait tout à l'heure avec le proverbe africain, on a besoin de tout un village pour élever un enfant, et la ville en tant que co-éducatrice. Et je trouve que la question de quel est le rôle de la ville dans laquelle on grandit en tant qu'enfant, dans la réduction de ces inégalités et justement favoriser l'égalité et la sensation chez les enfants de citoyens égaux, elle est essentielle. Et donc, pour répondre à cette question, je vais laisser la parole à Tristan Debré, conseiller au maire de Lyon, délégué à la ville des enfants. Merci Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voulais juste commencer avec un petit clin d'œil par rapport au titre de cette table ronde, en tout cas de cette partie de la table ronde qui évoque les enfants, donc qui parle d'épanouissement du futur citoyen. Donc, je suis juste ravi que le mot futur soit entre parenthèses, puisque à Lyon, et moi le premier, on considère que les enfants ne sont pas des futurs citoyens, mais bien des citoyens à part entière. Et c'est d'ailleurs stipulé dans la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, que tout le monde ici connaît par cœur, j'en suis sûr. Voilà, après ce petit clin d'œil, je voulais vous dire quelques mots donc, sur cette délégation Ville des enfants. Donc, c'est une délégation qui est nouvelle. Donc, en fait, elle est très différente des délégations assez classiques, on va dire, de petite enfance ou d'éducation. Elle est même plutôt complémentaire. Donc, je travaille bien sûr avec les autres élus en charge de l'éducation de la petite enfance. Mais je vais vous dire quelques mots plutôt sur cette délégation qui est assez moderne et qui, en quelques mots, vise à permettre, à travers de nombreux projets, de nombreuses actions, à permettre l'épanouissement de l'enfant, donc de plusieurs manières. Donc, l'épanouissement des enfants dans la ville, puisque notre constat de départ, qui est partagé par beaucoup, il me semble, c'est qu'en fait, les villes, notamment les grandes villes, ne sont pas du tout pensées pour les enfants. Elles ont été pensées et reconstruites en grande partie après la Deuxième Guerre mondiale, et elles ont été pensées principalement pour les jeunes personnes qui travaillent. C'est pour ça notamment qu'on trouve beaucoup d'autoroutes urbaines, carrément dans certaines grandes villes comme Lyon. Elles n'ont pas du tout été pensées pour les enfants, ni pour les personnes âgées, ni pour les personnes en situation de handicap. Donc on part de ce constat-là. Et mon postulat de départ, c'est notamment de partir du fait que tout ce qu'on fait pour les enfants, les autres personnes vont en bénéficier. Par exemple, tout ce qui est le réaménagement de la ville à hauteur d'enfants, l'élargissement des trottoirs, etc. Les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, mais aussi tous les piétons vont pouvoir en bénéficier. Donc, on part vraiment de l'enfant comme point de départ en fait, de nos politiques publiques. Et donc, ma délégation donc, de Ville des enfants, qui donc, permet, ou en tout cas, on essaye de permettre autant que possible l'épanouissement de l'enfant dans la ville, elle est coupée dans deux grands axes. Donc, le premier grand axe, c'est le réaménagement de la ville à hauteur d'enfants. Donc, on a des grands projets auxquels participent toujours les enfants. Voilà, on a toujours aussi comme boussole la Convention internationale des droits de l'enfant, notamment l'article 12 sur la participation. Et on essaye toujours de faire participer autant que possible les enfants aux décisions qui les concernent. Alors, des grands projets à Lyon qu'on mène depuis le début du mandat, on en a déjà fait 46, donc ce sont des rues des enfants. On appelle les rues des enfants lorsqu'on réaménage les abords d'écoles et de crèches. Donc, ce qui permet d'une part de lutter contre la pollution, bien sûr, donc de protéger les enfants, de leur faire participer donc, à des projets artistiques parfois. Donc, ce sont les enfants eux-mêmes qui vont se réapproprier l'espace public devant leur école, devant leur crèche. On ne veut plus en faire des simples lieux de dépose avec des trottoirs étroits, dangereux et anxiogènes, et en faire vraiment des lieux de convivialité où les enfants peuvent jouer, tout simplement, et les familles peuvent continuer à discuter tranquillement, ou les personnes qui viennent chercher les enfants, etc. Avec bien sûr un enjeu de sécurité. Mais donc, tous ces projets, ça vise bien sûr à favoriser l'épanouissement des enfants dans la ville. On développe aussi les cheminements piétons, on fait des aires de jeux différentes, on rénove les aires de jeux avec les enfants, on leur demande leur avis, ils répondent à des questionnaires notamment. Et ce qu'on veut, c'est aussi favoriser leur autonomie à travers des jeux peut-être plus portés sur le jeu libre, un peu moins stéréotypés. Voilà, donc ça c'est plutôt les projets de réaménagement donc, de la ville à hauteur d'enfants. Et ensuite, donc, comme je vous le disais, donc, on fait en sorte que les enfants participent au maximum aux décisions qui les concernent à travers différents projets. Donc, le but, c'est vraiment que les enfants deviennent acteurs de la ville. L'un des grands projets, donc, c'est évidemment le projet éducatif de Lyon, pour lequel on a permis à des centaines d'enfants de participer, ainsi que des associations locales, des chefs d'établissement, donc une multitude d'acteurs différents. Ensuite, il y a donc un des projets phares, et c'est celui sur lequel je vais développer un peu plus, puisque c'est celui qui rentre, à mon sens, le plus dans le sujet du jour. Donc, c'est bien sûr la création des conseils d'arrondissement des enfants. Donc, à Lyon, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il y a 9 arrondissements. Et il y avait déjà un conseil d'arrondissement des enfants dans le premier arrondissement. Là, on vient d'en mettre en place
dans 3 autres arrondissements. Donc, on va être à 4 sur 9 et on a pour projet d'embarquer tous les arrondissements avec nous et d'avoir un conseil municipal des enfants donc, d'ici 2024. Donc, c'est des projets qui permettent à des enfants de CM1 et CM2 de se présenter, donc de faire une campagne comme les adultes, qui leur permet non seulement d'apprendre la citoyenneté, bien sûr, mais surtout de leur faire participer concrètement aux décisions qui les concernent. Donc, ils ont des mandats de 2 ans et ça implique beaucoup d'acteurs. Donc, il y a les parents, bien sûr, les enseignants, des associations d'éducation populaire notamment, et ça va permettre aux enfants plusieurs choses, notamment d'interpeller donc les élus adultes, donc sur de nombreux sujets qui les concernent, qui concernent pas uniquement leur école, bien sûr, mais leur quartier et de manière plus large, leur arrondissement. Et ils peuvent aussi proposer et monter des projets à l'échelle de leur arrondissement eux-mêmes. Donc, par exemple, on a eu le cas d'un pédibus, d'une boîte à livres. Et puis, bon, de manière générale, on constate que les enfants sont très sensibles à 2 questions principalement. Donc, c'est la question de la planète, bien sûr, et de l'écologie. Et puis, la question des solidarités, puisque je ne vous apprends rien, mais la plupart des enfants sont très sensibles et plus que nous, adultes. On a parfois oublié qu'on était des enfants, mais les enfants sont très sensibles à toutes les questions humaines et de solidarité. Et on est souvent interpellés sur ces questions-là. Donc, l'enjeu, c'est bien sûr de leur donner la parole, mais aussi donc d'aller justement réconcilier peut-être certaines familles à qui on a collé des étiquettes, des enfants qui pensent que de toute façon, on ne les écoutera pas, que ça ne sert à rien, que la démocratie, ce n'est pas pour eux, etc., pour que les enfants comprennent que leur parole a la même valeur que n'importe quel enfant. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de redonner confiance, de valoriser les idées, les projets, la créativité de tous les enfants, quel que soit le quartier dans lequel ils habitent, qu'ils soient en école publique ou privée, on ne fait pas de distinction, quel que soit leur milieu social. On fait en sorte que tous les enfants aient la possibilité de se présenter, sans le forcer, bien sûr, parce que c'est sur la base du volontariat. On voit un enthousiasme très grand chez ces jeunes de 8 à 10 ans. En général, il y a beaucoup d'enfants qui veulent se présenter. Ils sont très fiers ensuite de rendre des comptes à leurs petits camarades. Et puis, juste un mot pour terminer. Donc, Nathalie l'avait évoqué tout à l'heure en introduction. On a aussi un partenariat avec l'UNICEF qui est renforcé. On a obtenu récemment le titre de Ville amie des enfants. Donc, on est dans le réseau de Ville amie des enfants, qui est un réseau mondial. Et on a des engagements donc, très forts vis-à-vis de l'UNICEF. Et on a des réunions fréquentes avec eux sur plusieurs enjeux qui sont bien sûr la lutte contre les inégalités, mais aussi la lutte contre la pollution aux abords d'écoles et de crèches, l'égalité entre les filles et les garçons, etc. Donc, voilà, on a un partenariat très fort aussi avec l'UNICEF. Je pense que je n'ai pas dépassé mon temps de parole. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tristan. Et du coup, pour notre dernière intervention, j'aimerais qu'on reste sur le sujet justement de l'environnement de l'enfant. Là, on a parlé avec Tristan de l'environnement au sein de la ville. Mais donc, parler de l'environnement de l'enfant, de l'impact sur la construction justement de l'égalité, avec Mohamed El Mazouji, cofondateur de l'Académie, avec le sujet de la formation des professionnels de la petite enfance et de l'éducation, qui sont, après que les parents, l'environnement clé des enfants dès leur naissance. Merci Chloé, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien là, c'est bon? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc en effet, je suis Mohamed El Mazouji, je te remercie pour l'introduction. Donc on va parler en effet de la formation des professionnels, mais aussi des parents, c'est dans la continuité. Je suis très content d'ailleurs qu'on ait autant parlé des parents. D'ailleurs, je voyais un commentaire là, sur LinkedIn sur cet événement où il y a une personne qui disait « Dommage, un des grands absents est le parent », mais en fait, on se rend compte qu'on a tous parlé des parents. Et c'est important aussi de comprendre que l'impact positif doit être porté par les parents. Et je vais rester sur ce sujet. Avant d'arriver à la formation, peut-être en parlant de mon parcours, hein, moi-même, je viens plutôt des quartiers populaires, donc avec 2 parents qui n'ont jamais eu la chance de passer par l'école. Donc, mon parcours à l'école a été plutôt brillant. J'ai toujours eu cette intuition que ce n'était pas une question d'intelligence, mais c'était autre chose. Donc, j'ai une première partie de ma vie où j'ai accompagné, j'ai fait du soutien scolaire plutôt à des adolescents qui étaient qui provenaient plutôt des quartiers populaires, où là, j'ai pris conscience vraiment du désarroi des parents, parce que là où j'allais donner des cours particuliers ou des cours collectifs, je rencontrais aussi des parents, parce que pour moi, l'interaction avec eux était importante, ou des parents qui me demandaient de jouer le rôle du grand frère, parce qu'il n'y avait plus d'interaction avec leurs enfants, ils avaient vraiment perdu le lien. Et ensuite, de fil en aiguille, pour revenir sur le parent, c'est vraiment ma parentalité qui a changé mon rapport à l'éducation et qui a confirmé certaines intuitions, notamment le fait que, je dirais, la réussite, je ne vais pas parler que de la réussite scolaire, mais je dirais vraiment la réussite sociale
au sens large et qui va contribuer à un enfant et à un futur adulte qui soit épanoui, passe principalement par la relation qu'il va construire avec ses parents. Donc, en effet, j'ai fondé Aide Academy. La mission d'Aide Academy, ça sera de former donc, des professionnels. Je vais parler de professionnels de l'éducation, mais surtout professionnels de la petite enfance, parce que c'est vraiment ce créneau-là qui m'a intéressé. Et lorsque je suis devenu parent, c'est par la petite enfance en fait qu'on rentre dans le rôle du parent. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de la petite enfance, on a de l'accompagnement, tout ça. Je pense que la majorité d'entre nous, on est parents ici. Donc, de l'accompagnement vraiment en maternité, pédiatrie, donc très orienté hygiène et sécurité. Et on se rend compte en fait à quel point on méconnaît les besoins des enfants lorsqu'on va étudier justement ce que c'est qu'un enfant. Et un enfant vraiment dans son ensemble, que ce soit vraiment ses besoins affectifs, ses besoins cognitifs, et de façon à ce que le premier éducateur de l'enfant, le parent, puisse l'accompagner. Donc là, on va parler d'attachement, la relation d'attachement qui soit positive, qui soit sécure entre le parent et l'enfant, la construction de la confiance, une relation de confiance vraiment dans sa personnalité, l'accompagner vers l'autonomie, l'accompagner pour éveiller sa curiosité, qui est un élan naturel que l'enfant a. Et on se retrouve aujourd'hui en réalité dans une situation où les parents donc, voient la petite enfance, je dirais au-delà du parent, c'est vraiment le système de manière globale, comme étant une tranche d'âge qui est plutôt orientée, comme je disais, à des sujets sanitaires. La petite enfance est rattachée au ministère de la Santé et non pas au ministère de l'Éducation. Et on va parler de garde d'enfants. Lorsqu'on va parler de la petite enfance, on va parler de crèche, d'assistante maternelle, de nounou, de babysitter. Et le sujet est vraiment là, c'est de pouvoir donner les moyens, donc aux professionnels bien sûr et aux parents, de comprendre quels sont les besoins de façon à les accompagner de la meilleure des manières et sortir de ce contexte qui est un besoin des adultes de pouvoir faire garder son enfant parce qu'on a une vie professionnelle à côté, à un contexte où on va accompagner l'enfant dans son développement au travers de ce contexte de la garde d'enfant. Donc, en effet, on a eu des indicateurs intéressants ces dernières années, notamment le premier confinement, où on s'est rendu compte à quel point les parents ont été en difficulté, d'ailleurs petite enfance ou les enfants plus grands avec le fait de faire l'école à la maison. Et on a entendu beaucoup de nouveaux termes qui existaient déjà, mais on a entendu de plus en plus le terme burn-out parental, de surmenage et des problématiques là, qui reviennent de plus en plus. Et on en entend parler de plus en plus, par exemple, qui est celle des écrans à la maison. Comment gérer ce rapport-là et c'est là où, que ce soit le professionnel ou le parent, hein, le parent éducateur, doivent comprendre qu'il ne s'agit pas de mettre en place des règles et de jouer un rôle de police, de flic vis-à-vis des enfants, donc que ce soit vis-à-vis de l'éducation, l'apprentissage, des devoirs, etc., mais plutôt donner à vivre un rôle d'exemplarité. Quand je parle d'exemplarité, l'écran, donc là, aujourd'hui, on a tendance à lire beaucoup de règles, le temps d'écran qui doit être contrôlé de tel âge à tel âge, X minutes, etc. Mais en fait, la meilleure chose, et en réalité, c'est la seule chose qui fonctionne, c'est que le parent apprenne à vivre, en tout cas, avoir un rapport vertueux à l'écran, tout simplement. Et c'est ce qui va vraiment accompagner l'enfant à nouer un rapport positif à l'écran. Donc là, je donne le cas de l'écran parce qu'il il va parler à tout le monde, mais c'est pareil, c'est pareil pour le rapport à l'apprentissage de manière générale. Aujourd'hui, ce qui est important aussi de comprendre, c'est quelles sont les émotions que l'enfant va vivre liées à l'apprentissage et au système scolaire. On va vivre du stress en tant qu'enfant, on va vivre de la peur, de la frustration, de la déception, de l'humiliation, de la défaite. Mais en réalité, ce sont aussi des émotions qui sont vécues par les parents, donc qui vont porter et qui vont faire en sorte que l'enfant en hérite. Et nécessairement, donc le résultat va être ressenti au travers du système scolaire, tout simplement. Donc, l'idée est là de manière générale, hein, donc au travers d'Aide Academy. Donc, on forme donc les professionnels. Donc, c'est assez simple. Ils ont besoin d'être formés, ils ont besoin d'être qualifiés. Donc, ils recherchent de la formation, même si on va les sensibiliser vraiment au rapport éducatif, au rapport, comme je disais, affectif, aussi la gestion des émotions, la psychologie, ce qu'on appelle la psychométrie, mais aussi à les former un public qui ne ressent pas le besoin d'être formé. Parce qu'aujourd'hui, socialement, pour être parent,
on ne ressent pas le besoin d'être formé. Tout le monde est parent lorsqu'il devient parent et on a un accompagnement minimum en maternité à pédiatrie. On va beaucoup parler du rythme de sommeil, de l'alimentation, de la propreté. Et l'idée, c'est de réfléchir vraiment à des solutions de formation qui vont permettre de prendre conscience à tous les parents qu'ils ont besoin de se former et qu'ils ont besoin d'être l'acteur principal de la réussite des enfants au travers du système scolaire. Donc, et on a la chance, un des points en commun de tous les parents, c'est qu'on veut le meilleur de l'enfant, et c'est vraiment le manque de connaissances qui conduit à des pratiques qui vont aller à l'encontre du bien-être de l'enfant et de son épanouissement, liées souvent à des méthodes éducatives traditionnelles qu'on ne va pas remettre en cause. Et l'idée, c'est vraiment de permettre et d'accompagner les parents de prendre du recul, prendre de la hauteur et renforcer leurs connaissances pour vraiment accompagner leurs enfants de la meilleure des manières. Et tout à l'heure, on a commencé par le classement PISA, qui est un outil qui permet d'évaluer et de juger notre système scolaire. Mais là aussi, se poser la question, c'est comment, au travers de paramètres qui sont extérieurs au système scolaire, là je parle du parent, c'est comment en s'appuyant sur les parents, on peut avoir aussi des résultats meilleurs donc, au sein du système scolaire. Donc voilà, je conclus sur cette piste de réflexion-là. Merci beaucoup, Mohamed. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. N'hésitez pas, pour toutes les personnes qui sont dans la salle, j'ai envie de dire, mais sur Zoom, de poser vos questions dans le chat, parce que justement, on a dédié un peu un temps pour ça, pour que les intervenants puissent répondre à vos questions. Donc, Nathalie, je ne sais pas s'il y a déjà eu quelques questions. Pas encore. Non, nous n'avons pas de questions. Du coup, vous pouvez tout à fait poser vos questions de vive voix si vous le souhaitez, directement pour que les intervenants puissent y répondre. Et je vous propose éventuellement, s'il y a des personnes qui veulent rebondir donc au sein des intervenants, le temps que nous ayons des questions, rebondir peut-être sur certains propos qui ont été partagés. Moi, je voulais peut-être juste te donner la parole, Nathalie, parce qu'on a la chance de t'avoir comme formatrice sur nos parcours lycéens. Et je voulais, en 2 mots, comme je vois qu'il n'y a pas de questions, peut-être compléter ce que j'ai dit sur l'importance aussi de mettre rendre les jeunes acteurs. Voilà, est-ce que toi, tu vis sur le terrain aussi en accompagnant ça dans les classes? Oui, avec plaisir. C'est vrai que quand on est connecté au terrain, qu'on arrive dans une classe, par exemple de CAP coiffure ou CAP petite enfance, et qu'on a majoritairement, pour le coup, de mon côté, ce sont des jeunes filles, on se rend compte à quel point en fait elles sont coupées en fait d'elles-mêmes. Il y a une vraie problématique de confiance qui émerge, et comment on peut effectivement utiliser le groupe pour pouvoir monter des projets ensemble et pouvoir retrouver cette confiance et cette capacité d'agir, c'est vraiment la question qui émerge systématiquement en fait quand on est sur le terrain. Après, c'est vrai que ce qui me questionne pour ma part en tant qu'intervenante, c'est comment se fait-il que dans certains quartiers, effectivement, on soit encore dans des dynamiques où les jeunes sont complètement, sont pour beaucoup sans espoir, et donc automatiquement, ayant perdu l'espoir d'un avenir qu'ils peuvent construire, qu'ils sont en capacité de construire, et bien finalement se disent à quoi bon, qu'est-ce que je peux créer? Après, c'est vrai que les interventions sur les thématiques d'économie sociale et solidaire, développement durable, permettent vraiment aux jeunes de partir de leur environnement, de ce qu'ils souhaitent faire, et de faire évoluer un petit peu leur pratique et de se dire, bon voilà, on peut construire quelque chose, j'ai un problème. On a par exemple un projet qui a émergé récemment sur la question de la précarité. Excusez-moi, mais j'ai le Covid, donc je suis vraiment pas très en forme. La question de la précarité menstruelle, par exemple, et elle n'osait pas du tout parler de cette question. C'est un projet qui a émergé dans la classe. Et finalement, voilà, c'est aussi à nous, adultes, de se dire qu'on peut parler de tout.
que tout sujet est valable. Alors oui, il y a la gestion des déchets dans les quartiers, etc. Mais il y a aussi d'autres questions qui peuvent être intéressantes et qu'elles ont le droit de porter. Et voilà, donc on espère que certains de ces projets vont aboutir. Mais voilà, ça nécessite un vrai, pour moi, c'est un vrai questionnement de comment se fait-il que voilà, elles ont 16 ans et elles soient dans cet état de fait qui est on ne peut pas agir, on ne peut pas parler de certaines questions. Et donc, c'est à nous et à nous, adultes aussi, de pouvoir leur dire qu'on peut avoir des rêves et on peut les réaliser, on peut se donner une chance de les accomplir. Mais pour cela, il y a besoin de beaucoup de coopération, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'empathie vis-à-vis de ces jeunes, d'avoir en tant qu'adultes ce regard bienveillant d'où qu'ils viennent. Ce n'est pas si évident que ça, donc de garder bien cette boussole en tête. Voilà. On a une question, il y a Cécile qui a levé la main, donc je t'en prie, tu peux enlever ton micro et la poser directement. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vais juste me présenter très brièvement. Je suis chef du bureau d'innovation pédagogique à la DGESCO, donc je travaille bien sûr avec Céline, que je remercie pour son intervention. Et je voulais juste rebondir un peu sur les interventions qui ont été faites. Alors, c'est sûr qu'une fois qu'on a posé le constat des inégalités qui est là, voilà, personne ne le conteste. La question, c'est de savoir comment on s'y prend. Et j'étais vraiment enthousiasmée par toutes les initiatives qui ont été présentées et qui sont extrêmement concrètes et qui, voilà, au quotidien, travaillent dans ce sens-là. Et je voulais juste dire que l'institution aussi est vraiment impliquée, et j'en veux pour preuve, je voulais vous parler d'un appel à manifestation d'intérêt, alors qui ne s'appelle pas coéduquer, former, etc., et des inégalités, qui s'appelle l'innovation dans la forme scolaire. Et il y a un lien étroit, bien sûr, entre la réduction des inégalités, quelle qu'elle soit dans le parcours de l'élève, et la manière dont l'école est organisée, structurée, dont les enseignements s'organisent, comment finalement on travaille cette relation avec la famille, enfin tous les sujets que vous avez abordés. Et je voulais porter l'existence de cet appel à manifestation d'intérêt à votre connaissance, pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, parce que c'est vraiment une façon d'encourager des candidatures qui soient territoriales, partenariales, et qui visent à travailler différents aspects. Alors, par exemple, la relation entre les parents et l'école, la manière dont on accompagne le parcours de l'élève, donc on est aussi sur le décrochage de l'orientation, la façon dont on pense les espaces et l'organisation des temps d'apprentissage, par exemple. Et finalement, c'est en arrivant à faire en sorte que cette forme scolaire s'adapte finalement à la manière, aux besoins des élèves davantage, aux préoccupations des parents, aux besoins de coopération entre les enseignants, etc., que finalement on va arriver petit à petit à travailler aussi à cette réduction des inégalités. Voilà, donc je voulais, je précise tout de même, et particulièrement à l'attention des représentants des collectivités territoriales, de la mairie, des associations, etc., que cet appel à manifestation d'intérêt, qui est quand même doté de 250 millions d'euros, est un signal extrêmement fort de l'engagement de l'institution pour faire évoluer les choses. Donc, ne pas, et ça a bien été marqué par vos interventions, c'est-à-dire que oui, il y a des inégalités qui sont, comment dire, il y a beaucoup de littérature là-dessus qui est très intéressante et qui montre finalement comment on arrive à créer de l'inégalité. Après, dire que chaque enfant finalement entre avec des inégalités et qu'elles ne sont jamais compensées par l'école, je pense que c'est un petit peu... peut-être ne prend pas en compte la réalité. Heureusement, l'école arrive aussi. Il y a des belles réussites, et je pense que c'est ça qu'il faut souligner, à permettre aux élèves de se former, d'être des citoyens actifs et engagés et épanouis, heureusement. Évidemment, il faut encore travailler beaucoup et ensemble. Et cet appel à manifestation d'intérêt, la démarche, c'est ça, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme projet qui allierait des collectivités territoriales, l'éducation, des partenaires, pour travailler dans une démarche de synergie d'acteurs.
Voilà. Et peut-être que ça peut en intéresser aussi parmi vous. Donc, je vais simplement vous envoyer là dans le chat le lien pour trouver le document. Et c'est mon bureau le point d'entrée vers cet appel à manifestation d'intérêt. Donc, je vous le signale parce que je pense qu'on n'est pas du tout éloigné finalement de comment on se met concrètement en action et ensemble pour, d'une manière ou d'une autre, travailler à cette réduction des inégalités en faisant évoluer l'école. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous signaler. Je vous remercie aussi pour la qualité de vos interventions. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir? Moi, je ne sais pas si quelqu'un voulait parler. Le fait que l'école française en fait reproduise des inégalités, c'est documenté par l'OCDE, c'est documenté par PISA, c'est pas. Mais c'est incontestable. Enfin, c'est pas être éloigné du terrain que de le dire. Et après, c'est important aussi de mettre en avant que la méritocratie qui fait porter le poids en fait dans les réussites individuelles des élèves à un poids institutionnel. J'aimerais dire je ne sais pas si vous avez lu la dernière très belle œuvre de Marie-Rose Lagrave, Se ressaisir, sur une autobiographie sociologique où elle se prend comme propre modèle de son parcours. Ce terme de méritocratie, il est difficilement portable de façon systémique en fait, parce que précisément, c'est juste des individus qui à un moment arrivent pour tout un tas de raisons qui leur sont propres, à avancer. Et elle a ce joli mot de dire qu'elle n'est pas méritante, mais assistée, et que c'est l'assistanat qui devrait être la fierté de notre système, l'assistanat par les bourses, l'assistanat par etc. Et que toute la société devrait concourir en fait à essayer de gommer davantage et le plus possible en fait ces inégalités qui sont malheureusement présentes. Mais que mettre en avant en fait la réussite individuelle de certains, je ne suis pas certaine, je suis même sûre, en tout cas dans la pratique qui était la mienne, que ce n'est pas quelque chose qui peut permettre aux enfants de se dire ah bah oui, si un tel il peut, moi je peux y arriver, parce que sinon on en arrive au bout de course. Si je n'y arrive pas alors que l'autre y arrive, c'est que forcément c'est ma responsabilité, alors qu'il y a tout un tas de paramètres qui ne reviennent pas de la responsabilité des enfants, des adolescents qu'on peut accueillir à l'intérieur du système. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est à manier avec une très grande précaution, en fait, les rôles modèles, pour parler un peu plus comme ce qu'on peut entendre de ci et là. Les réussites individuelles, en fait, et personnelles ne doivent pas nous dédouaner d'analyser, en fait, les errements et les difficultés de notre système, même s'il y a des belles réussites. Et heureusement, j'ai envie de dire, ce serait extrêmement déprimant et extrêmement... voilà, mais en tout cas, le système ne concourt pas à cela. Et on renforce des inégalités, c'est le cas pour Parcoursup, c'est le cas pour tout un tas de choses en fait qui viennent renforcer de façon consciente ou inconsciente. Voilà, c'est pas à moi de dire si c'est un projet conscient politiquement de se dire qu'on va mettre des coefficients à des lycées, etc. Mais en tout cas, ça produit un inégal accès, par exemple, aux études supérieures. Merci pour ton intervention, Karima. Avant le mot de la fin que Nathalie nous dira, moi j'avais envie de vous inviter aussi à regarder l'étude de SYNLAB qui est extrêmement intéressante. Il y a quelques clés aussi sur justement qui ont été prouvées scientifiquement par leur étude justement sur la réduction des inégalités scolaires et donc en quelques phrases vraiment le fait qu'un climat de performance qui valorise la compétition, la comparaison entre les élèves a tendance à renforcer les inégalités. Donc, questionnement de comment on fait pour réduire ça, pour enlever la compétition, la comparaison entre les élèves, et au contraire, un climat de maîtrise qui valorise les progrès individuels de chaque élève et la coopération. Et du coup, je trouvais qu'on retrouvait aussi dans une intervention qu'on a eue plutôt sur le fait d'avoir que Céline disait une des initiatives, du conseil de classe individuel. Donc là, vraiment, on regarde sur le progrès individuel et la coopération en classe qui est positivement corrélée avec la réduction des inégalités scolaires. Et aussi, il y a une proportion significative d'enseignants qui soulignent que les compétences psychosociales, et donc c'est un peu des compétences dont on parlait avec Cédriane
tout à l'heure, jouent un rôle important dans la réussite de ces élèves et de réduire les inégalités. Donc, c'est quelques pistes d'action. En tout cas, cette étude était extrêmement intéressante. Donc, je vous invite tous à la lire et je vais la retrouver, je vais la mettre dans le chat et je vais laisser la parole à Nathalie, du coup, pour le mot de la fin. Écoutez, merci de votre participation, d'avoir répondu présent à cette table ronde. Ce que je propose, en fait, c'est que vous intervenants, puissiez donner le mot de la fin ou 3 mots sur cette question de la coéducation et de la formation avant de pouvoir libérer les participants. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez ajouter sur les actions qu'on peut mener ensemble, sur cette nécessité de la coopération et puis sur la question de la méritocratie, effectivement, qui va venir souvent gommer la question en fait, de la réussite des élèves et puis elle va venir gommer l'impact de l'environnement. Donc finalement, notre responsabilité à tous, quel que soit d'où on parle. Je crois que Céline, vous voulez intervenir, mais en tout cas, moi, j'aimerais quand même qu'on puisse replacer la question des besoins de l'enfant, la question de l'environnement, la question, bon, on en a parlé effectivement avec l'importance d'avoir une vie à hauteur d'enfant, d'avoir, en tant que parent, de développer nos compétences psychosociales, mais aussi de se rendre à l'évidence sur le fait qu'au niveau de l'école, on a vraiment ce besoin de vivre la coopération au quotidien pour pouvoir construire une société qui soit apprenante et inclusive et de porter un regard, d'être en capacité de se décentrer, de porter un regard qui soit effectivement positif, mais tout à fait pragmatique et réaliste sur la situation de l'éducation aujourd'hui. Céline. Merci Nathalie. Oui, je voudrais revenir sur la question un terme qui a été évoqué et qui est revenu beaucoup, c'est la question des croyances. La question des croyances qui a été évoquée notamment par Jérémy, les croyances tenaces, les croyances des adultes. Alors, les enseignants qui craignent les parents qui pensent qu'ils n'ont pas leur place à l'école, et les croyances tenaces aussi chez les élèves. Du coup, nos élèves qui pensent qu'ils ne sont pas capables, qui pensent qu'ils n'appartiennent pas, et c'est quand même effrayant finalement quand on pense que les comportements sont l'expression de nos croyances, c'est-à-dire que nos représentations sont notre grille de lecture du monde et c'est à partir de ça qu'on agit. Donc, toute la difficulté en fait qui est la nôtre aujourd'hui, tous ensemble ici réunis, c'est de renverser ce paradigme. C'est comme ça qu'on pourra faire évoluer PISA. Voilà, et je pense que quand les enseignants trouveront normal de s'appuyer sur les parents, quand les parents auront une vision positive de l'école et qu'ils sauront réciproquement qu'ils sont des alliés, et quand les enfants trouveront effectivement à l'école et à la maison et partout un environnement du coup dans lequel ils se sentent pleinement exister, voilà, quand toutes ces préoccupations-là seront devenues des non-sujets, alors on pourra commencer à se concentrer sur l'essentiel. Alors évidemment, la route est longue, elle est ambitieuse, mais la réflexion et le travail est déjà engagé, les résultats commencent à poindre aussi. Et cette table ronde en est la preuve et l'expression, et je vous remercie infiniment de l'avoir organisée, et merci vraiment à tous les intervenants pour vos témoignages. Je veux bien rebondir sur ce que vient de dire Céline, et notamment la question de la croyance. Une partie de ce qu'on va considérer comme étant des inégalités, ça se réfère à des critères de réussite et de placement de chacun dans une échelle sociale en fonction de type de savoir et de manière d'être au monde. Je crois que là, si on est sur cette thématique du prendre soin de soi, des autres et de la planète, ça devrait être intéressant, en tout cas, d'aller chercher sur quels critères, au regard de ces 3 éléments, je peux valoriser la place de chacun et les savoir-faire que chacun peut démontrer. Donc, il y a une idée d'éduquer, il y a une idée de progresser, et je retiens l'idée de valider plus les progressions, les dépassements de limites que les uns et les autres opèrent, mais pas forcément dans les mêmes champs de connaissances ou de savoir. L'important, en tout cas, c'est qu'on puisse faire société à partir de réponses à des besoins et à des urgences, et qu'il est justement urgent de ne plus nous comparer les uns aux autres sur les critères qui ont fait l'ancien monde. Et pour le dire de façon trash, j'ai pas envie d'aller sur une île déserte avec un analyse financier, il va me servir à rien. Donc du coup,
qu'est-ce qui fait que les uns et les autres peuvent trouver leur place et être reconnus par ce qu'ils apportent aux autres, au monde, etc. Je pense que c'est aussi un élément clé pour mieux traiter cette question des inégalités et qu'on a un gros chantier devant nous et qui touche tous les acteurs de la société. Et après, j'avais plein de questions, notamment pour Mohamed, c'est comment on va toucher les parents qui s'intéressent pas à toutes ces questions-là de leur place vis-à-vis de leur enfant, etc. Parce que si on produit des solutions très intéressantes, nouvelles formes d'éducation ou autres, assurons-nous en tout cas que ça s'adresse bien aux enfants et aux parents qui en ont le plus besoin. Et là, il y a aussi beaucoup de travail à faire. C'est vraiment pas facile. Mais merci en tout cas pour ces partages. J'étais très intéressé. Mohamed, tu veux peut-être répondre en partie, du moins, à la question de Johan? Ouais, en effet, c'est vrai, c'est le gros sujet, c'est comment aller s'adresser aux parents, surtout lorsqu'ils n'en ont pas conscience, en tout cas pas conscience qu'ils peuvent faire différemment. Et encore une fois, c'est ce que je disais, en tout cas aujourd'hui, des projets que j'ai développés. Aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer toute mon énergie à cette problématique. J'ai quitté ma vie d'ingénieur et elle passe par quoi? C'est d'aller répondre à des besoins opérationnels que tous les parents ont. Et un autre sujet aussi, c'est que souvent, lorsqu'on parle d'inégalité sociale, on parle de parents qui n'ont pas de moyens aussi. Donc, si on n'a pas de moyens, on n'a même pas le temps de se poser la question, est-ce qu'on va se former, etc. On répond plutôt à des besoins primaires. Donc, c'est réfléchir à des solutions, donc aller trouver des financements pour ses parents, aller répondre à des problématiques opérationnelles qu'ils ont au quotidien. Et au travers de cette clé d'accès, de cette porte d'accès, en fait, c'est les sensibiliser à une approche qui est différente et qui va nécessairement leur parler. Parce que nous, aujourd'hui, ce qu'on constate, et on mesure l'impact de nos actions, et c'est indispensable, ce qu'on constate, c'est que ça change la vie de ses parents une fois qu'ils ont pris conscience que changer la communication avec son enfant, le type de relation, etc., ça améliore leur vie en tant que parents, mais aussi celle de leurs enfants. Mais ça passe par la réflexion à comment aller, à quel besoin primaire on va répondre et au travers de ce besoin primaire, apporter des solutions complémentaires. On est au tout début et ça nécessite aussi des groupes de personnes qui réfléchissent comme celui-ci pour pouvoir co-construire justement ces solutions de demain. Nathalie, on va peut-être conclure. Je vois qu'il est 12h03. Donc, je sais qu'Angélique, tu voulais dire quelque chose. Il me semble que tu as levé la main. Oui, juste un tout petit mot. Alors, effectivement, déjà pour vous remercier d'avoir organisé cette table ronde, aux participants d'avoir pris le temps de nous rejoindre un samedi matin. On arrive sur la dernière journée pour nous à Lyon du Festival de l'Apprendre. On a démarré lundi. Il y a plus de 2500 personnes qui se sont mobilisées encore cette année comme vous ce matin, mais le matin, le soir. Et à tout âge, je pense que c'est vraiment un signal d'espoir et d'optimisme qui est à capter, à garder et à protéger, parce que cet élan dont vous parlez, il implique finalement toutes les parties prenantes, qu'on soit apprenant ou qu'on soit éducateur. Et j'avais juste envie de vous partager le fait que ce soir, on termine, et c'est pour les Lyonnais, par la projection d'un documentaire qui montre des jeunes aux quatre coins du monde qui s'engagent pour faire changer le monde. C'est Bigger Than Us, c'est un film qui a été réalisé par Fleur Vasseur. C'est un événement qui est proposé par le collectif Apprendre et Devenir. C'est à 18h sur le campus HEP. Et après, il est fort probable qu'on ait un petit temps de convivialité pour aussi prendre du temps pour apprendre à se connaître, à mieux se connaître et voir comment on peut avoir envie de faire des choses ensemble. Donc, merci à toute l'équipe des Cup et puis peut-être à ce soir à Lyon pour ceux qui le peuvent. Merci Angélique, merci à tous et toutes. Et puis, on reste en lien. Je pense que c'est important de garder le lien et de partager les savoirs et continuer sur cette voie. Même quand il s'agit de confrontation, c'est toujours constructif. Donc, merci d'avoir participé et à très bientôt. Et Nathalie, je mets juste le lien pour Bigger Than Us. Oui. Pardon, je n'ai pas mis le bon lien. Avec plaisir. Oui, très bon week-end à tout le monde.
Bon Merci. repos aux malades et bon rétablissement. Merci beaucoup. Bonne journée à Merci à tous. vous. Merci, Très bonne au journée. revoir. Merci à tous, au revoir.